Yo, salut les fans de Berserk, on se retrouve pour la review du chapitre 370. Gros chapitre, bien dense, pas de double page, donc du coup on a bien la sensation d'avoir tout ce qu'il nous faut. Donc on va analyser ça, vous savez comment ça se passe en description, il y a les liens, vous faites pas spoiler, vous lisez ça et puis on regarde ensemble. Je vous donne mon avis sur les pages, page par page, et puis ensuite on analyse un peu tout ce qu'on a de ce chapitre qui est quand même très dense, qui nous a surpris. Moi, en tout cas, je suis assez surpris, je pense que vous aussi, hein, on s'attendait quand même à peut-être autre chose, mais là, il y a beaucoup de questions soulevées, peut-être un peu trop, mais on est là pour en discuter, se serrer les coudes, essayer de voir un peu comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça. Alors, première très grosse bonne nouvelle, c'est qu'à la toute fin, on a l'annonce que le 9 décembre, le 371 va sortir. Donc le projet poursuit, il continue. C'était donné, on le savait, mais il y avait quand même un petit doute. Moi, personnellement, j'étais assez inquiet parce que c'est vrai que j'avais du mal à m'expliquer, par exemple, l'absence de certains visages, ce genre de choses, où je me disais peut-être que Koji commence à paniquer, il nous fait des attaques de panique, ils vont lever le pied. J'avais un peu du mal à comprendre, en fait, cette distance... cette non-implication ou cette implication un peu bizarre, hein. Il y a une distance un peu louche avec le projet sur certaines planches, encore une fois, hein, qui était quand même assez particulière, hein, on va pas se mentir. Il y a des moments où on se disait, bon, est-ce qu'ils essayent de rusher? Comment ça se fait? C'était leur taf de faire les arrière-plans, donc il y avait de quoi se poser des questions. Et ben, en tout cas, tout va bien. Le 9 décembre, ça continue. Donc... asseyez-vous les gars, c'est parti, on commence avec directement la première page qui est une cover couleur. Et quelle cover! Franchement là c'est les couleurs de... Ouah, ça explose de couleurs, où on voit effectivement le potentiel de cette équipe énorme, qu'on espère retrouver à un moment donné dans l'œuvre, hein, puisque c'est évidemment tout leur potentiel et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Refugees from the Western Sea, donc moi je m'attendais, je me suis dit oulala, il y a Dadan, il y a Ismar, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce que c'est elles les réfugiés? Est-ce qu'on va découvrir où est-ce qu'elles sont parties? Eh bien pas du tout. Après cet énorme clash de couleurs, on retrouve sur la page 1 la densité, la noirceur tout de suite. On est tout de suite repris par cette fuite, ce sauvetage en mer des derniers survivants de Helfhelm. Alors c'est très très dense. C'est quasiment un peu confus, en tout cas c'est très rough comme travail, c'est quand même assez brouillon, mais on arrive à distinguer que Guts se fait sauver en fait par pas moins de 5 marins pour le faire monter à bord. Et tout en bas de page, on retrouve Serpico et Puck. La première grosse surprise, Puck est là, donc j'imagine que vous aussi vous étiez un peu surpris. Évidemment qu'il allait pas partir comme ça, mais du coup ça soulève énormément de questions. On va essayer d'y réfléchir ensemble après. En page 2, Lady Farnese... tous ils sont très abattus. C'est une scène qui est pas très évidente à comprendre parce que Serpico a les yeux fermés, du coup on n'arrive pas à connecter avec lui, on comprend pas très bien ses sentiments. Je suppose qu'il est heurté de voir toute cette souffrance sur le bateau, ce qui lui correspond pas tout à fait. Là il y a un peu de flou, hein, sur cette séquence. Je trouve personnellement ces premières pages un peu confuses, un peu difficiles à comprendre, hein, puisque ça déroule comme ça sur la page 4 aussi. On a un beau close-up avec Farnese qui est très belle, très bien dessinée. C'est une très belle planche, hein, faut dire la vérité là-dessus. Ça poursuit, on a Isidro qui est en tout fond, tout au fond, qu'on voit pas très bien malgré l'énorme sensation qu'on a eue, hein, sur le départ de Ismar. Serpico qui continue à garder ses yeux fermés, tout le monde est très abattu. Et là, il y a une goutte qui débarque, c'est Molda qui vient réveiller tout le monde. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, il y a une personne qui est en glow-up. J'ai l'impression que c'est souvent le cas, et là c'est Molda du coup qui vient. Alors là aussi, je pense qu'il y avait quelques petits chapitres de caractérisation. C'est évident que Miura voulait lui donner un rôle, puisqu'il lui a mis beaucoup de piment quand même, hein. On sentait que c'était une personne très espiègle, un peu rebelle, qui avait envie de taquiner le côté obscur comme ça. Et on la voit là, en fait, capable de ressouder les troupes, redonner des ordres. Elle revient pour chercher Farnese, pour lui demander un coup de main pour sauver les gens, pour les soigner. Et elle fait ça avec une grande maestria. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, pour le coup, puisque ça permet à Farnese de sécher ses larmes. On a des très belles planches, des échanges de regards assez forts. Moi, je reste toujours sur ma faim, parce que Serpico, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup, hein, et là, bon, il reste avec ses yeux fermés. Mais voilà, tout se passe assez bien. Je trouve que l'ensemble commence à glow up à partir de l'arrivée de Molda. Et on retrouve donc Shirky qui reprend ses esprits.
et qui vient quand même, il y a un œil là qui s'ouvre dès que Molda lui dit, avec un regard en biais là, légendaire, un super regard, et t'as Farnes qui déclique en disant ah mais Guts, effectivement. Parce que je pense qu'ils étaient aussi très inquiets que Guts ait disparu, mais là visiblement Molda leur annonce qu'il est là, et qu'il est bien là, et qu'il est dangereux, parce qu'elle l'a vu effectivement relâcher la bête, et du coup elle demande à Shirky d'aller s'occuper de lui pendant que Farnes reste. Donc on termine toute cette séquence assez bien. Elle finit sur Isidro qui effectivement est désespéré d'avoir perdu Isma. Ensuite, on a Roderick. Roderick qui, dans son rôle de capitaine, continue à gérer un petit peu les stocks en disant que quoi qu'il arrive, il faut qu'il parte évidemment, puisqu'il s'inquiète que quelque chose de nouveau arrive. Et on le voit taper à la porte et appeler Guts en lui disant « Ne t'enferme pas comme ça, Guts !» Et là, on a une dernière séquence assez dingue où on retrouve Guts comme ça face à son épée, face à son destin, face à, comment dire, aux limites de son fonctionnement. Hein. Des très belles pages, hein. Faut dire que là, pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire fonctionner cette sensation d'introspection, de doute, de grande tristesse de Guts, que dans les précédents chapitres, j'avais un peu appelé en disant que ça nous aurait aidé à comprendre cette transition. Hein. Le moment, vous vous souvenez, hein, j'avais dit que le moment où il perd son épée, c'est essentiel. Là, en même temps, on le voit très très concentré, très centré sur lui, sur ses problèmes. Ça fonctionne, mais le seul souci, c'est que... Bon, on voit que il focalise beaucoup sur son épée, mais qu'il nous parle pas de Casca, et ça, c'est quand même assez dingue. Mais ça nous fait quand même des très belles pages, puisqu'on finit là-dessus, avec Guts qui regarde cette épée. A faint light lost in the dark. La fin, c'est un bout de chemin qui finit dans la nuit. Et effectivement, c'est la sensation qu'on a. Donc c'est un chapitre très dense. Je commence à me dire qu'en fait, en vrai, les doubles pages, ça aide pas nécessairement, puisque globalement, quand on a comme ça bien 15-16 pages pleines, on a quand même beaucoup plus de choses à manger et on est bien plus content. Donc je vous propose d'analyser un petit peu. Pour moi, la sensation que j'ai eue à la première lecture, c'était quand même une grosse densité. La sensation presque d'un embouteillage de cases, par exemple, surtout sur la séquence où il y a Shirky et Molda, on a un petit peu la sensation qu'il se passe énormément de choses dans ces échanges de regards, mais tout est très compressé, on a beaucoup d'infos qui viennent, et ça aide peut-être pas énormément dans la respiration des émotions, leur circulation et tout ça, aller plus en profondeur dans les sujets, notamment par exemple la sensation de Farnèse. Je pense que globalement, ce qu'elle voulait dire, c'était que Casca lui avait échappé, hein, et pas toute la situation, évidemment. Sauf que Casca n'est pas du tout présente, son prénom n'est pas du tout dans le chapitre depuis un bon moment maintenant, donc je le redirai jamais assez, mais à mon avis, ces 6 chapitres auraient été probablement une douzaine de chapitres, mais ça fonctionne bien. Je suis quand même très très content du résultat, puisqu'il y a des échanges de regards, et ça c'est essentiel, ce qu'on n'a pas tout à fait au début, avec beaucoup de regards fermés, des yeux fermés, ça n'aide pas. Et heureusement, donc dès que Molda arrive, là ça fonctionne mieux. L'autre chose qui m'a pas mal perturbé dans ce chapitre, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que j'ai l'impression que la caractérisation des personnages, c'est-à-dire qui drive les infos, qui est à l'origine des décisions, est pas très claire, parce que Shirky, on sait très très bien son attachement à Guts, et en même temps c'est Molda qui est là et qui annonce. Donc c'est Molda qui est relié à cette information de Guts. Pareil, c'est Roderick qu'on voit taper à la porte. Alors que bon, entre Roderick et Guts, il n'y a pas une grande évidence de lien. Hein. Je pense que c'est en tant que capitaine que Roderick s'inquiète. Et ce qui aurait pu aider cette sensation, c'est par exemple qu'il voit passer Guts, par exemple dans ce brancard, et être amené dans la pièce, et qu'en tant que capitaine, ils se disent, en voyant que, je sais pas, peut-être Guts avait un regard très fermé ou quelque chose, ils se disent, oula, il y a une cocotte minute là sur le bateau, il faut que je gère le problème. Ça aurait pu être ça, parce que là, globalement, on a plus l'impression que c'est quelqu'un qui vient s'inquiéter d'un ami. Et à ce moment-là, probablement que Farnèse aurait été mieux dans ce rôle. Et il y a plein de petits détails comme ça qui aident pas beaucoup. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la présence de Puck suppose, c'est pas sûr hein, évidemment, mais ça suppose quand même que peut-être Danan ait choisi. C'est-à-dire que c'est elle qui a décidé qui reste, qui part. C'est pas une sorte de conséquence
suite à la disparition de l'arbre. Ce serait plutôt un vrai choix de sa part volontaire. Et elle aurait du coup choisi de laisser Puck et je ne sais plus comment s'appelle l'elfe de Sharky. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle a pris Ismar? Qu'est-ce qu'avait fait Ismar? Mais bon, on aura les réponses après, les amis, je pense. Hein. J'espère qu'on aura les réponses après. Le dernier point que je trouve un petit peu négatif, c'est quand même vraiment l'absence de cascade dans les réflexions de Guts. C'est un passionné, je suis un passionné, mais là c'est quand même chaud. Le mec il est là, you were all I had, en regardant son épée. Bon, moi j'ai des guitares, je sais ce que c'est, hein, le fétichisme, mais c'est quand même un peu chaud. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule pensée pour Casca, et là pour le coup ça peut grincer un petit peu des dents pour ceux qui ont du mal avec cette idée. Mais je trouve que cette séquence est tellement bien faite qu'on va pardonner évidemment. Et je suis quand même très content de voir que le chapitre continue, que l'aventure continue. J'espère que vous aussi. Donc ce qu'on va faire pour commencer, là on passe plus sur les annonces. Ce soir je vais faire un petit live YouTube, où je ne sais pas s'il serait seul ou accompagné, mais en tout cas on va focus beaucoup sur les questions, l'interaction avec le chat, parce qu'il y avait toujours des questions, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi, comme ça on pourra y réagir à chaud. D'ici ce soir on aura peut-être plus de choses à se dire. Moi, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, je suis très content que l'aventure continue. Moi, comme je vous ai dit, je commençais à être très inquiet parce que j'avais quand même beaucoup de feedback très négatifs qui sont liés aux anciens fans, etc., ou aux vrais fans, peu importe d'ailleurs, aux vrais fans qui effectivement sentent qu'il manque énormément de choses, que c'est pas très évident de faire les liens. Moi, je trouve que ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de réflexion, hein. Par exemple, cette histoire de la présence de Puck, comment la justifier? Moi, je veux bien imaginer que ce soit Danan qui ait choisi, que certains restent, certains partent, qu'elle la mettrait comme ça en position. Il y a aussi une autre question, c'est effectivement la présence de Molda suppose que certains mages peut-être sont restés les plus puissants, toujours. Où est cette puissance? Où sont les mages? Il y a plein de petites questions comme ça qui font qu'on peut rester sur sa faim et assez triste. En plus des questions d'ordre purement artistique, hein, comme je vous ai dit, l'absence de visage, l'absence d'expressivité sur certaines cases, hein, qui sont vraiment des choix. Donc je vous donne rendez-vous ce soir pour le live, et puis un prochain, probablement plus gros. Il y a aussi une préparation de vidéo. On avance, on est là, on va kiffer Berserk continue. Rendez-vous le 9 décembre pour le chapitre suivant, et d'ici là, les lives. Je vous dis à la prochaine, kiffez bien les amis, et ciao.